Bonjour, chers amis, chers collègues. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle des gardes de l'Institut d'études avancées de Paris, dans une ambiance qui est torride et qui devrait l'être encore plus avec les idées que nous allons agiter avec vous ce soir. Nous sommes ici assemblés pour le cycle de la séance de clôture du cycle organisé sous la présidence de notre présidente, Bettina Laville, et de son organisation scientifique. Ce cycle, cette année, a pour thème Peut-on réinventer les Lumières? Vous qui avez, certains d'entre vous, puisque je vois quelques figures connues, pas tant que ça, mais quelques-unes, vous savez que nous avons toujours des intervenants d'une très grande qualité. C'est encore le cas, évidemment, ce soir. Je vais laisser le soin à Bettina de les présenter. La Terre est dans un état épouvantable et c'est pour cela que nous avons besoin de l'éclairage de grands esprits. Céline Spector est encore coincée malheureusement dans les transports, mais elle devrait nous rejoindre. Nous suivons pas à pas son arrivée. Et sur ce, je vous remercie encore d'être avec nous et je laisse la parole à notre présidente Bettina Laville, qui est l'âme de ce cycle. Merci Sadi. Alors effectivement, Céline Spector, qui était dans un train et qui ne l'est plus, ce qui est quand même extraordinairement rassurant, arrive d'une minute à l'autre et comme elle m'avait averti qu'il y aurait sûrement un problème et qu'en plus je me doutais, moi, étant extraordinairement usagère de la SNCF, qu'il y aurait un problème avec la chaleur sur les trains, sur les voies. On avait prévu ça, donc Francis, vous avez eu la gentillesse d'accepter de commencer. Alors, je la présenterai quand elle arrivera. Je me demande si vous, on vous présente. En fait, je ne le crois pas du tout, parce que vous êtes un éminent philosophe et une personnalité de la vie intellectuelle française. Vous êtes normalien, voilà, votre formation a commencé par Normal et vous êtes normalien et philosophe tout de suite, si j'ose dire. Et vous avez commencé, ça j'adore, par l'école normale d'instituteurs de Laon. Et voilà, c'est pour moi une petite tendresse parce que Jacques Pétier était un grand ami, donc voilà. Et ensuite, vous avez été tout de suite à l'université de Sao Paulo. Vous avez succédé à Gaston Berger, je crois. Et succédé à Gérard Lebrun, un éminent spécialiste de philosophie allemande. Voilà, alors vous avez été ensuite, vous avez enseigné dans toutes sortes de lycées, et puis vous avez été très vite à Paris, Panthéon-Sorbonne et Lille. Et puis des prépas, etc. Enfin, toutes ces choses qui nous font, à certains d'entre nous, n'est-ce pas, de grands souvenirs, etc. Ensuite, vous avez été à Paris 10 Nanterre, où vous dirigez le centre Festugière d'histoire de la pensée ancienne. Et puis, vous avez continué votre carrière à Normale Supérieure, dont vous êtes aujourd'hui, vous avez été directeur du département de philosophie de Normale Supérieure, en étant évidemment professeur émérite de Normale Supérieure. Alors, vous êtes un philosophe et vous êtes un spécialiste de philosophie ancienne, de philosophie antique. Vous êtes membre du centre Léon Robin. Vous avez publié toutes sortes de travaux. Alors, votre œuvre est considérable, donc je ne vais pas toute la citer. Alors moi, je suis une grande liseuse et admiratrice. Voilà, je l'ai dit une fois, je ne le redirai pas, mais c'est vrai, je veux dire. Et vous avez donc travaillé sur Platon, sur l'épicurisme, etc. Et puis, vous avez aussi porté quelque chose qui me tient à cœur, moi, qui est le militantisme, entre guillemets, intellectuel sur la philosophie générale. Peut-être qu'à un moment donné, vous en direz un mot qui va avec votre goût pour l'humanisme et pour la réflexion sur l'humanisme. Cette position est extrêmement importante dans votre œuvre. Elle est à la fois dans le sillage des classiques et en même temps précurseur par rapport au moment où vous l'avez porté. Et je crois que, comme on dit, nous en sommes là.
Et toute votre œuvre tourne justement autour, la seconde partie de votre œuvre, si j'ose dire, tourne autour de cette philosophie générale, de l'interrogation sur l'humanisme, de l'universel, etc., etc. Et c'est pour ça que, entre autres, à cause avant tout évidemment de la qualité et la pertinence de cette œuvre, vous étiez la personne tout à fait indiquée avec Céline, mais évidemment, Céline, je vais lui faire des compliments devant elle, donc j'attends qu'elle vienne, pour terminer notre cycle qui, comme vous savez, a donc accueilli un certain nombre de personnalités tout à fait passionnantes. Alors, en fait, sur, si vous voulez, le thème, on a un peu hésité sur le thème. On a dit d'abord lumière noire ou pas, qu'est-ce que l'universel? Mais en fait, de toute façon, c'est quelque chose qui pose la même question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore place dans ce monde? Alors, voilà, on va employer tous les mots habituels, fracturé, etc., etc. Est-ce qu'il y a une place pour l'universel? Est-ce qu'il y a une place encore pour une parole qui était la voix portée, et la voix portée à partir de l'Angleterre, de la France et des États-Unis, puis qui a essaimé en Europe sur la notion d'universel, alors qu'elle est extraordinairement contestée avec toutes sortes de notions autres, plurivers, etc., etc. On a un petit peu hésité, et puis de toute façon, en relisant ce livre qui date de l'avant-Covid, le plaidoyer pour l'universel, en relisant les trois utopies contemporaines et en relisant certains passages de votre dernier livre sur le vivant, dont on parlera d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année prochaine, je me suis dit que les deux sujets étaient de toute façon tellement liés, en l'occurrence, que j'allais tout simplement vous confier le brouillon de ma pensée et vous laisser la clarifier. Merci à la ville de cette présentation généreuse. Oui, en effet, la question des valeurs universelles ou de l'universel est une question qui m'a préoccupé pendant assez longtemps et auquel j'ai consacré un certain nombre de mes travaux. Et je suis désolé de n'avoir pas pu assister aux séances précédentes, puisque il nous revient, semble-t-il, de conclure des travaux dont nous ne connaissons pas les prémices. J'ai donc, je vous propose plutôt de reprendre quelques-unes des thèses que j'ai pu avancer en faveur de la défense des valeurs universelles. Et puisque vous parliez des critiques actuelles, peut-être qu'une bonne partie de mon plaidoyer, si je puis dire, sera la question de savoir si les valeurs universelles sont des valeurs occidentales. Ma réponse sera non. Alors, une des thèses fondatrices de ce que j'appelle l'humanisme universaliste, tel que je l'entends, est l'idée que l'humanité forme une communauté morale de droits et de devoirs réciproques. Il y en a peut-être d'autres, des communautés morales. En un sens, la famille est sans doute une communauté morale. En un sens, la communauté politique peut impliquer elle aussi des droits et des devoirs réciproques, mais ce qui est le propre des valeurs universelles, c'est que justement, elles s'appuient sur l'idée d'humanité entière comme telle. Alors évidemment, cette idée que je me suis efforcé de fonder comme j'ai pu se heurte à différents types de critiques. D'un côté, ceux pour qui l'humanité, ce n'est pas assez universel, la vraie communauté morale étant supra-humaine, par exemple les animaux souffrants ou tous les êtres vivants. D'un autre côté, ceux pour qui l'humanité, c'est trop universel, les seules valeurs, plus exactement les seules communautés morales étant infra-humaines. Alors comme j'ai consacré mon dernier livre à la première objection, la communauté morale supra-humaine, c'est plutôt à cette deuxième critique que je vais consacrer dans les instants qui viennent. Alors, il y en a évidemment deux sortes de critiques de ce type. L'idée que les communautés morales, les vraies, sont infra-humaines. Pour simplifier,
je dirais qu'à droite, on pense que les seules communautés morales sont des communautés, si je puis dire, restreintes, qui sont celles des semblables. C'est l'idéologie raciste, nationaliste, xénophobe. Selon cette idéologie, il n'y a pas de sens à parler de l'homme ou des humains en général. Il y a nous, il y a eux. Ce sont deux natures que tout oppose. Cette idéologie, vous le savez, elle a fait des ravages au XXe siècle et elle continue, ou plus exactement, elle refait surface de façon ouverte et, comme on dit, décomplexée depuis quelques années, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine et surtout depuis quelques mois, c'est-à-dire depuis l'élection de Donald Trump. La montée des nationalismes se traduit par un piétinement du droit international qui est un édifice patiemment monté pierre à pierre depuis 1945 et qui repose à la fois sur des textes fondateurs, la Déclaration universelle des droits humains, des institutions, la Cour pénale internationale, la cosmopolitisation du droit pénal auquel j'avais consacré quelques pages il y a une dizaine d'années, et des concepts universalistes comme crime contre l'humanité, crime de génocide, au profit de la seule expression de la force dans les relations internationales. Mais, par ailleurs, les luttes contre l'immigration se traduisent un peu partout par le piétinement d'autres choses qui sont, par exemple, le piétinement des accords de Genève de 1951 sur le droit des réfugiés, et tout ce que l'on voit, tout ce que l'on connaît, le parquage dans des camps, les politiques discriminatoires, récemment les terribles rafles xénophobes auxquelles nous assistons en direct des États-Unis. Ici ou là aussi, politique officielle d'apartheid, projet d'épuration ethnique en Chine, en République centrafricaine, en Cisjordanie, à Gaza, la montée des discriminations religieuses ou ethniques, d'autant plus inquiétante qu'elle se manifeste aujourd'hui dans des pays de tradition démocratique, États-Unis et Israël, ou après des espoirs démocratiques, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps en Tunisie. Ça, ce sont les réalités. Alors, face à ces réalités, on peut dire inquiétantes, on pourrait même en dire terrifiantes, on pourrait croire, ou du moins espérer, une montée des exigences universalistes contre le piétinement du droit international, la défense de l'internationalisme, ou du cosmopolitisme, ou du moins la montée du multilatéralisme, contre le racisme, la montée des revendications égalitaristes, contre la montée des politiques identitaires, ma nation, mon sol, ma race, une résistance au nom de la défense des valeurs universelles, ces vieilles lunes que sont la justice sociale, l'égalité des hommes et des femmes, la défense des libertés individuelles, la reconnaissance des droits des minorités, eh ben, pas tellement. C'est pas tellement ce à quoi on assiste. On a vu plutôt se développer ces dernières années du côté gauche des idéologies identitaristes symétriques. On a vu renaître, là encore à peine transformée, une vieille idéologie héritée d'un marxisme simplifié, je dis bien héritière, ou héritée ou héritière, avec les mêmes vieux arguments anti-universalistes que l'on croyait éculés, selon lesquels toute communauté morale prétendant s'étendre à l'humanité entière est un leurre destiné à justifier les discriminations ou la domination des dominants. Alors bien sûr, évidemment, il ne faut pas le nier, il faut partir de là. Au contraire, il y a des injustices, il y a des discriminations, il y a des victimes, il y a des exploités. Il faut lutter contre toutes ces discriminations, ces injustices. Mais il ne suffit pas, je crois, parce que c'est parce que nous reconnaissons justement des principes moraux universels qui s'appliquent à tous les êtres humains et à toutes les cultures, quelles qu'elles soient, que nous avons le devoir de lutter contre elles et la conscience qu'elles sont justement injustes. Sans cette notion qui est même à prétention universelle, je crois que cela n'aurait pas de sens. Alors, simplement en guise de rappel, j'ai dit que ce sont des arguments anciens qui sont, en quelque sorte, qui refont surface. Je vais en rappeler quelques-uns. J'en avais fait la liste dans un de mes ouvrages.
les critiques les plus importantes contre ces valeurs universelles. Première critique, la petite liste restreinte que j'ai faite, aucune lutte, dit-on, ne peut se faire au nom de l'universel, car il s'agit toujours de défendre des victimes particulières. Critique récurrente. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est juste? Oui, en un sens. On se bat toujours pour la libération de certaines minorités, classes exploitées, peuples colonisés, femmes subalternisées, noirs, juifs, arabes, roms, discriminés, etc. Pourtant, lorsque les combats contre l'injustice faits à certains oublient qu'ils visent finalement l'égalité de tous, ils trahissent leur propre cause. Les colonisés ont-ils combattu les colonisateurs pour les coloniser ou pour abolir toute forme de colonialisme, donc en vue de l'universel? Les femmes devraient-elles lutter pour imposer le matriarcat ou contre toute forme de domination sexuelle? Valeur universelle. Deuxième critique, l'universel se présente comme neutre, il ne l'est jamais. Bon, là encore, ancien, il est impossible, dit-on, de parler au nom de l'universel, et celui qui l'invoque ne fait en réalité que nier l'existence des relations de domination et de défendre les intérêts particuliers des dominants. Connue, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est justifiée? En un sens, oui, il est vrai que l'universel est souvent le moyen de nier les discriminations ou les injustices réelles, par une sorte de position de surplomb, aimez-vous les uns les autres, soyez colorblind, comme on dit. Pourtant, pourquoi chacun serait-il tenu de se définir par ce que j'appelle un en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que transgenre, en tant qu'hétérosexuel, en tant qu'homosexuel, en tant que colonisé ou colonisateur, en tant que victime ou coupable, ou l'un ou l'autre? Les identités contemporaines sont métissées, floues, vagues, variables. Elles sont le fruit permanent d'identifications successives, mouvantes, et elles n'ont rien à voir avec des essences plus ou moins naturalisées ou réifiées. Troisième critique. On dit, on prétend, on affirme qu'il n'y a pas de lieu neutre pour juger une injustice, et l'expérience des souffrances particulières est incommunicable. Alors là aussi, c'est vrai. Ceux qui s'approprient culturellement les souffrances d'une communauté particulière, l'esclavage, la Shoah, l'apartheid, le colonialisme, le patriarcat, ou prétendent leur donner une valeur universelle, ne font que banaliser souvent ou nier leur spécificité. C'est vrai. Chaque souffrance d'une communauté est unique et elle doit être rappelée comme telle. La question est de savoir si seules les victimes auraient le droit d'en porter le poids et la mémoire. Car une injustice ne concerne pas seulement ceux qui sont victimes ou coupables, mais la communauté morale tout entière. Sans un tiers lieu d'où elles peuvent être constatées, dénoncées, jugées et éventuellement réparées, il n'y a plus d'injustice à proprement parler, et donc de justice. Il n'y a que des dommages, des préjudices et des vengeances. L'idée de justice suppose l'universel, sous peine de n'être pas. En outre, tout type de souffrance, et en particulier les souffrances de certaines communautés, comporte nécessairement avec elle une dimension communicable, donc universalisable, sous peine de demeurer singulière, confinée à la sidération muette des victimes et de perdre ainsi toute portée collective. Quatrième critique, l'universel ne serait que la marque, ou le masque plus exactement, des intérêts dominants.
peut simplifier cette critique de la façon suivante. Quand quelqu'un dit « tous les êtres humains sont », blablabla, ne croyez pas que tous les êtres humains soient blablabla, ni surtout qui le dit croit vraiment que tous les êtres humains sont blablabla. Demandez-vous qui il est et pourquoi il a intérêt à le dire. Chaque fois que l'on invoque l'universel, dit-on, on masque sous ce nom des entreprises particulières de domination. Est-ce que c'est vrai? Encore, on peut le concéder. 1000 exemples le prouvent. La prétendue civilisation européenne à vocation universaliste a servi à exterminer les Indiens ou à coloniser l'Algérie. Alors que les puissances européennes, délivrées du nazisme, rédigeaient la Déclaration universelle des droits humains, les nations prétendument civilisées se lançaient dans de longues guerres contre l'indépendance des peuples colonisés. Plus près de nous, la démocratie et les droits de l'homme ont été utilisés pour justifier la guerre d'Irak de 2003. Il faut craindre que demain, ce soit la même chose ailleurs. Pourquoi? Si le soupçon est en effet justifié, pourquoi ne peut-on pas généraliser cette idée? Tout simplement parce que ce n'est pas toujours, ni surtout nécessairement le cas. Les pires entreprises de domination, et en particulier toutes les grandes entreprises d'extermination, les génocides par exemple, n'ont nullement besoin de ce prétexte. Elles se font le plus souvent au nom d'intérêts particuliers ou d'identités essentialisées. On extermine, on écrase, on ne massacre pas des gens qui sont comme nous, mais justement des étrangers, des nègres, des niakoués, des youpins, des sous-hommes, des bêtes nuisibles qui infectent le sang des vrais hommes, polluent l'espace vital, sont idolâtres, déicides, pratiquent l'anthropophagie, la sorcellerie, l'inceste, etc. Cet argument perd toute généralité et toute pertinence. Sixième critique, peut-être la plus importante, tout universel est en fait particulier, il est aujourd'hui un autre nom de l'Occident. Alors, il est vrai que tout universalisme a un lieu de naissance et une date de naissance, des conditions particulières d'énonciation, détermination conceptuelle singulière, etc. Ainsi en va-t-il, par exemple, comme on l'a 1000 fois remarqué, des droits de l'homme. C'est une invention européenne du XVIIIe siècle, dit-on. Pourquoi aurait-il sens et valeur pour tous, toutes, en tout temps? Pourtant, concéder que tout universel naît dans des conditions particulières, ce n'est pas forcément en limiter la portée. Pour prendre quelques exemples, et on pourrait en citer énormément, l'algèbre est née en Perse au IXe siècle. Cela n'en fait pas une science iranienne, mais bien une science universelle, autrement dit, une science tout court. Il en va de même de la loi des chutes des corps, qui n'a rien d'italien. Il n'y a pas de science occidentale, la formule est oxymorique. De même, les superstitions ou les pratiques barbares ne sont pas plus orientales qu'occidentales. Quant aux droits de l'homme, il est vrai que leur formulation en termes de droits subjectifs, autrement dit ce qu'on appelle leur ontologie, les lie à la philosophie du libéralisme du XVIIIe siècle. L'homme des droits de l'homme, on l'a souvent remarqué pour le dénoncer, est un individu autonome, sujet souverain, rationnel, libre, une particule simple, susceptible d'exister complètement et de façon achevée avant d'entrer en communauté. Celle-ci est réduite à une somme d'unités élémentaires, une collection d'égaux pouvant cohabiter contractuellement, voire entrer en compétition les uns avec les autres. C'est une vision du monde extrêmement particulière, il faut le concéder. Pourtant, il faut se méfier de cet argument de ceux qui prétendent opposer à ces prétendues valeurs occidentales que seraient les droits humains, de supposer, par exemple, valeurs asiatiques. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, dans les années 2010,
éclata ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était au départ, vous vous souvenez, des manifestations populaires, des émeutes de la faim qui se transformèrent en insurrection en Algérie, au Yémen, en Libye, voire en révolution, Tunisie, Égypte, évidemment en Syrie. Réclamaient plus de démocratie, plus de liberté individuelle. Que dire les dirigeants despotiques de ces pays qui réprimèrent ces mouvements? Ils alléguaient, il s'agissait de complots de déstabilisation ourdis par les puissances occidentales pour déstabiliser le monde arabe. De même, lorsque, en août 2014, le gouvernement central chinois voulut limiter le suffrage universel à Hong Kong, déclenchant alors les émeutes qu'on a appelées la révolution des parapluies, les dirigeants chinois usèrent du même argument. La démocratie, telle qu'elle était réclamée par les émeutiers, était une valeur occidentale, étrangère à la tradition et à la culture chinoise. Il en va de même aujourd'hui. C'est l'argument des mollahs iraniens et des gardiens de la révolution pour justifier la terrible répression des femmes qui se révoltent contre l'oppression qu'elles subissent. Elles clament femme, vie, liberté. Ils répondent valeur occidentale. Mais surtout, il faut rappeler que cette affirmation selon laquelle les droits humains seraient ethnocentriques est fondamentalement ethnocentriste. C'est rendre un hommage bien immérité à l'Occident, coupable de tant de massacres, de prétendre qu'il aurait seul inventé les droits humains, ou du moins leur fondement moral et politique. C'est contre cette idée que s'est sans cesse insurgé le philosophe indien prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui parle d'illusion occidentaliste avec force exemple. Certes, il faut rappeler que les idéaux de tolérance, de liberté individuelle, d'égalité de tous les êtres humains, proclamés ici ou là, n'ont pas été toujours formulés dans le vocabulaire des droits égaux inaliénables de tous les membres de la famille humaine, comme on a dit en 1945. Les formulations des droits humains sont à chaque fois dépendantes de leurs conditions historiques ou culturelles particulières, mais l'essentiel est qu'elles sont et qu'elles s'avèrent toujours traduisibles. Il en va de même des conventions régionales, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme et plus tard la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui rompent, dans tous les cas, avec le laïcisme et l'ontologie individualiste des déclarations occidentales ou européennes, même si elles étaient faites sous le chef de l'ONU, des droits humains. Certains même invoquent la fameuse charte de Mandé de 1236 pour montrer l'antériorité africaine de ces déclarations. Et surtout, on constate que les peuples en lutte s'approprient toujours spontanément et par leurs actes les droits humains. C'est ce qu'on a bien vu lors des printemps arabes de 2010-2011. C'est bien ce qu'on voit aujourd'hui avec la lutte héroïque des femmes iraniennes. Alors après ce rapide passage en vue des principaux arguments, je voudrais, pour terminer, rappeler les vertus émancipatrices des valeurs universelles. Car il ne suffit pas de répondre aux critiques, il faut encore montrer que l'universel, celui des droits humains, du cosmopolitisme, et plus largement des Lumières, dont on parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, raison, science, égalité, etc., n'a rien perdu de sa vertu émancipatrice. Comment osons-nous protester ici même, contre le fait, par exemple, qu'en Méditerranée, on rejette des hommes à la mer ou qu'on les parque dans des jungles sans se solidariser avec ceux qui, là-bas, ailleurs, au-delà des mers, luttent contre la soumission aux lois claniques, aux superstitions funestes, aux crimes d'honneur, au massacre des intouchables, à l'amputation des voleurs, etc. Au travail des enfants, à l'excision des fillettes, à leur mariage à l'âge de 8 ans. Comment osons-nous penser,
qu'après tout, c'est ça leur truc, c'est leur culture, etc. À eux, c'est bien le droit, ces peuples, d'avoir leur truc, puisque nous, on a notre truc, c'est l'universel, dit-on. Voilà. Argument que j'appelle ethnocentrisme. Pourquoi y aurait-il ici des voix critiques pour s'opposer aux critiques discriminatoires dans nos sociétés, pratiques inhumaines, et pourquoi n'y en aurait-il pas là-bas? N'y a-t-il pas dans toute société ou dans toute culture, qu'elles soient des voix opprimées ou des voix éclairées, des voix parlant au nom de l'universel, qui se révoltent contre l'esclavage dans les sociétés esclavagistes, qui s'insurgent contre les sacrifices d'êtres humains, le suicide par le feu des jeunes veuves, la lapidation des femmes adultères, les meurtres d'honneur, le bandage des pieds des fillettes, etc. Et on passe. N'y a-t-il pas de temps en temps, en toute société, en toute culture, partout, des Antigones qui parlent au nom des opprimés? Alors, qui est ethnocentriste? Celui qui croit qu'il peut exister partout des consciences, qu'elles soient individuelles ou collectives, porteuses d'un humanisme universaliste, ou celui qui prétend que tout ce qui vient d'une culture est culture, sauf évidemment à celle qui vient de la sienne, par exemple sa capacité à critiquer l'ethnocentrisme ou son aptitude à l'autocritique dans sa propre culture ou société. L'idéal universaliste doit donc, me semble-t-il, demeurer l'objectif des combats pour l'émancipation, comme elle l'a toujours été. Il suffit de lire les textes des leaders qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage pour voir qu'il en a été de même à tout moment. Les luttes antiségrégationnistes ont toujours visé l'universalité et l'égalité des droits humains. C'est justement pour cela que parfois, les dominateurs, si je puis dire, ou les dominants, détournent ces motifs pour les retourner contre les dominants. Je terminerai par quelques mots de conclusion. L'anti-universalisme, me semble-t-il, naît de la confusion entre l'universel et l'uniforme. L'universalisme n'est pas l'envers ou la négation des particularités. En logique, général s'oppose à particulier et universel à singulier. L'universalisme s'oppose, en l'occurrence, à relativisme. Loin d'empêcher la diversité, les valeurs universelles sont au contraire la condition et le meilleur garant de leur possibilité, de la possibilité de la diversité. Les cultures minoritaires peuvent exister à la seule condition qu'elles puissent coexister, ce qui suppose ce que j'appelle un universel de second niveau. Elles ne peuvent coexister que si elles sont assurées par un universel de second niveau purement formel. Par exemple, la laïcité de l'État est la condition du libre exercice de la diversité des cultes ou des croyances ou des non-croyances. La liberté d'opinion n'est pas une opinion, c'est la condition de l'existence même des opinions. La liberté d'expression est la condition de la diversité des convictions. La tolérance est la condition de la coexistence des croyances. La citoyenneté est la condition des différents sentiments d'appartenance communautaire. En d'autres termes, je crois qu'il y a deux types de luttes minoritaires. Celle qui suppose une valeur universelle, par exemple l'égalité ou le droit de tous, qui demeure sa condition de possibilité et sa finalité, et celle qui la nie. La nier ses valeurs, c'est s'enfermer dans une politique des identités qui mène le plus souvent au pire. Voilà. Merci infiniment de cet exposé. J'essayais de ne pas penser en vous écoutant et simplement d'écouter, mais quand même, ce qui me frappe dans
d'ailleurs dans l'ensemble de votre pensée, mais dans votre exposé, c'est en fait l'originalité du classicisme, si vous me permettez cela. Alors, ça vient sans doute de votre formation d'ailleurs commune à tous deux, mais aujourd'hui, il y a des fausses originalités, puis des originalités profondes qui reviennent à la surface, tout simplement parce qu'elles sont fondées sur la culture et l'imprégnation qu'on a eue dans sa formation ou dans sa vie des concepts. Céline, merci d'être arrivée. Parce que je sais que voilà, je l'ai dit. Alors, on a l'impression quand on va vous présenter, je me suis permis de le faire encore une fois qu'on ne vous présente pas tous les deux avec Francis Wolff, que le début c'est le même en fait, hein, normal supérieur, philosophie. Alors peut-être assez vite à l'université, avec sûrement quelques passages obligatoires pour les professeurs. Et en fait, tout de suite, les Lumières. Je veux dire, manifestement, votre thèse était sur Montesquieu. Et si j'ai, alors peut-être que je me trompe, hein, parce que vous avez fait énormément de choses, mais le début de votre parcours, c'était beaucoup Montesquieu. Ça s'est un peu élargi, en particulier à Rousseau. Et en même temps, ça s'est élargi, je dis bien en même temps, aux questions européennes. Voilà, c'est ma lecture, mais je ne sais pas si elle est exacte et vous nous le direz. Alors, nous, j'ai eu la chance de vous rencontrer, de vous écouter quand même au château de Montesquieu. Donc, c'est voilà, ça ne se refait pas. Et vous aviez d'ailleurs commenté à l'époque votre dernier livre votre dernier livre à l'époque, qui s'appelait Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. D'ailleurs, que je recommande à tout le monde parce qu'il est, j'allais dire, encore plus actuel maintenant que quand il a été rédigé. Alors, je vous ai demandé de venir avec Francis pour peut-être replacer dans cet historique la question que nous posions. Vous demandez à vous, spécialistes des Lumières, enfin vous êtes tous les deux spécialistes des Lumières, ce concept de lumière noire, est-ce que c'est un concept encore éclairant, puisque finalement c'est le thème de toute cette session, et puis aussi de réagir, bien entendu, à l'exposé. Peut-être, je me permettrai de vous poser à tous deux après quelques questions avant qu'on dialogue avec la salle pour, comment dirais-je, préciser certains points. À vous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis ravie d'être là avec Francis Wolff. On a commencé au même point, mais ça a quand même été mon professeur, donc je suis d'autant plus honorée. Désolée d'être arrivée un peu en retard, bien malgré moi. Alors, je vais en un sens inscrire mon propos à la suite de ce qui vient d'être dit par Francis et de son magnifique plaidoyer pour l'universel. Et vous allez être sans doute déçus parce que nous sommes vraiment profondément d'accord. Et donc, comme disait Francis dans son livre, ce n'est pas le nord qui nous manque, c'est la boussole. Je trouve cette formule extrêmement juste et judicieuse. Je ne peux que y souscrire sans réserve. Donc, moi aussi, je vais vous parler de l'universel avec une adhésion à l'universalisme. Moi aussi, je vais vous proposer un discours assez classique. Et en un sens, moi aussi, je vais vous parler des droits humains et je vais concentrer en fait mon exposé autour de la question de la critique postcoloniale des droits de l'homme. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Alors, on peut dire que dès la fin du XVIIIe siècle, la philosophie des droits de l'homme a été soumise à de puissantes objections venues d'horizons très différents. Il est d'emblée apparu que les droits de l'homme, dits inaliénables et sacrés, ne pouvaient fonder leur naturalité et leur universalité. Plusieurs paradoxes caractérisent en effet les droits de l'homme dès leur avènement, lors des déclarations américaines et françaises de 1776 et de 1789. Les droits de l'homme sont à la fois évidents et advenus au terme de révolutions. Les droits de l'homme sont à la fois naturels et historiques. Ils sont à la fois innés et civiques, universels et situés.
De ce fait, les droits de l'homme ont très tôt été considérés comme de pure fiction ou de simples illusions. La Déclaration des droits ne pouvait concerner, disait-on, que des hommes aptes à être citoyens et co-législateurs. La question de l'inclusion, surtout, s'est immédiatement posée. L'exclusion des femmes, des esclaves et d'autres minorités a conduit à s'interroger sur la volonté véritable des révolutionnaires américains et français. Désiraient-ils réellement étendre les bienfaits de la liberté et de l'égalité à tous les êtres humains? L'accusation portée depuis le XVIIIe siècle par les marxistes, puis par les féministes, était extrêmement puissante. À leurs yeux, les droits de l'homme reconstituent de nouveaux privilèges. Ils ne peuvent dissimuler leur hypocrisie et leur impuissance. Or, et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui, de nouvelles théories, venues du courant des études postcoloniales, et parfois décoloniales, alors postcoloniales plutôt anglophones, décoloniales plutôt hispanophones ou lusophones, ont récemment ajouté leur salve d'objections contre les droits de l'homme, en dénonçant l'ethnocentrisme étroit de la raison des Lumières, c'est ce qui vient d'être rappelé. Depuis les années 1980, sous l'influence d'Édouard Saïd notamment, ces théories ont développé une critique acérée des Lumières, viciée par le colonialisme. Quoique les références soient surtout prégnantes aux États-Unis et en Angleterre, aux Caraïbes, en Amérique latine, en réalité, l'enquête que j'ai pu mener permet d'exhumer un corpus absolument gigantesque et en constante expansion. Alors, la critique postcoloniale est distincte de la critique marxiste et de la critique féministe, et a fortiori de la critique conservatrice des droits de l'homme. Alors, j'ai essayé de résumer en quelque sorte les 5 arguments qui sont un peu le socle fondateur de cette critique postcoloniale de la manière suivante, et je vous la soumets. Premièrement, première critique, les droits de l'homme, ça vient d'être dit, ne sont pas universels, mais occidentaux ou européens, voués à protéger donc les citoyens d'Occident et d'Europe. Première critique. Deuxième critique, les droits de l'homme sont des droits qui n'ont de naturel que le nom. Ce sont en réalité des fictions idéologiques qui ont pu servir la colonisation et justifier en particulier la mission civilisatrice des puissances européennes et en particulier de la France. Troisièmement, les droits de l'homme sont associés à une certaine conception de la raison et de la civilisation en Europe. Autrement dit, les peuples décrits comme sauvages ou barbares sont incapables d'accéder à l'idée de droit subjectif inhérent à l'humanité comme telle. Et donc, ces peuples ne peuvent jouir de ces droits. Quatrièmement, la liste des droits elle-même est arbitraire, voire abusive. Et en particulier, y inclure le droit de propriété revient à exclure tous les peuples nomades, chasseurs-cueilleurs, qui privilégient éventuellement une forme de propriété commune, sans appropriation exclusive. Dès lors, les droits de l'homme peuvent servir à exproprier plutôt qu'à protéger. Cinquièmement, et enfin, les droits de l'homme sont ceux des colons ou de leurs complices, qui n'avaient pas la volonté politique de mettre fin au pillage des colonies, ni à l'assujettissement des esclaves. Alors, voilà très brièvement résumé l'argumentaire, et dans une étude qui date de 2019, Antoine Hilty, qui est collègue et professeur au Collège de France sur la chaire des Lumières, voilà, j'imagine que vous l'avez entendu à de multiples reprises et que vous avez peut-être écouté ou suivi son cours sur l'universalisme, justement. Eh bien, Antoine Hilty a proposé une réappropriation nuancée, précisément, de ces études et de ces discours des études postcoloniales. Il a refusé, clairement, la simplification manichéenne, l'accusation de racisme, mais il a conservé comme positive l'utilité des études postcoloniales pour révéler les tensions inhérentes aux Lumières. Alors, mon approche fera ici un pas de côté. On a publié ensemble un ouvrage qui s'appelle Penser l'Europe au XVIIIe siècle, Commerce, civilisation, empire. Donc, on est en dialogue depuis de nombreuses années, mais voilà, on a nos petites différences qui ne sont pas des différends. Et donc, de mon côté, sans nier à l'évidence les usages tragiques des droits de l'homme dans les guerres impérialistes, je souhaiterais revenir sur un certain nombre d'objections que l'on peut adresser aux études postcoloniales.
Merci beaucoup. Enfin, écoutez, voilà une matière passionnante pour discuter, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avais envie de commenter la fin de votre exposé en disant et puis quand même il y avait l'abbé Grégoire, donc ça aide, voilà. Alors, moi j'ai quelques petites questions, mais je suis sûre. Alors je vais juste lancer un questionnement, puis je reviendrai peut-être sur les autres, parce que je crois qu'il y a sûrement des questions dans la salle après ces très passionnants exposés. J'ai 2 questions, dont une dont je vous avais pas averti, mais voilà, c'est ça, c'est ma malice. Je me suis laissé dire, par un de vos amis, que que vous dialoguiez beaucoup avec Diagne, que j'ai invité d'ailleurs. Je n'ai jamais dialogué avec Bachir Diane. Je l'ai invité une fois à mon séminaire. Ce séminaire a duré une quinzaine d'années et il n'est pas venu. Donc, la seule occasion que nous avons eue de discuter, eh bien, n'a pas été possible. Alors, vos amis disent absolument n'importe quoi. Mais par ailleurs, je me permets de dire que ça nous donne un point commun, parce que moi, ça fait 2 ans que je l'invite et j'ai la même aventure que vous, sauf que c'est un peu moins dans le temps. Néanmoins, vous connaissez parfaitement sa pensée et tout ce qu'on appelle dire universel, latéral, etc. Enfin, voilà. Et puis, pour beaucoup d'autres, la notion de plurivaire, etc. Et j'aurais voulu vous demander à tous les deux de réagir, parce que finalement, on peut comprendre l'ouverture et la compréhension que vous faites tous deux des critiques, entre guillemets, à l'universel, tout en donnant tous deux, chacun de votre côté, des réponses assez magistrales pour désamorcer ces critiques. Vous acceptez, je veux dire, le questionnement. Alors, est-ce que cette notion de plurivaire vous hérisse, ou est-ce qu'elle peut paraître, comme à beaucoup, finalement, un vrai questionnement, j'allais dire, à la fois philosophique et sociologique? Alors, attendez, je ne connais pas bien cette notion de plurivaire. Je connais celle de multivers en théorie de mécanique quantique et moins bien celle de plurivaire. Je suppose que cela signifie dans l'esprit de ceux qui utilisent l'idée qu'il y a des façons de voir l'universel qui sont sans cesse locales et à partir des cultures locales, etc. etc. C'est un point, si ça signifie cela, je suis totalement d'accord, mais je ne crois pas que ça change quoi que ce soit au problème. C'est ce que vous avez effectivement Voilà, démontré. c'est-à-dire que la question est toujours de savoir, en dernière instance, quel est l'idéal visé et est-ce qu'il demeure au-delà de la culture qui a émise justement, au-delà de la culture émettrice. Je ne vois pas comment on peut éviter, comme il y a des gens qui tiennent des universels pluriels, etc. Bon, alors, de 2 choses l'une, ou c'est une contradiction dans les termes, ce qui est probable, ou cela signifie que, encore une fois, l'universel suppose toujours qu'il est vu d'un certain point de vue, d'une certaine culture. Mais la question est de savoir s'il en est prisonnier ou non. Est-ce que le point de vue est le même que l'objectif? C'est la seule question qui me semble nécessaire de poser. Si la réponse est qu'il y a un au-delà de culture et que les droits de l'homme, même s'ils ont été en 1945, les droits humains, formulés dans un vocabulaire qui n'a pas de sens peut-être pour la majorité des peuples africains, il a été traduit dans la charte, dans la charte africaine, en ne parlant pas de la famille humaine, en mettant plus de poids sur des communautés familiales plus étroites. Mais il s'agissait là encore
de viser l'au-delà de la culture locale. Voilà, c'est la seule réponse. J'aurais peur de me répéter, ce qui est déjà le cas. Oui, merci. Alors, quand vous m'avez parlé du plurivers, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille voir parce que ça ressemble à un super-héros. Donc, je vais quand même aller voir ce que c'est dans la littérature. Donc, je suis allée consulter le dictionnaire du décolonial, dictionnaire décolonial en ligne. Et j'ai trouvé la définition suivante. Le plurivers constitue la critique radicale d'un des fondements de la pensée occidentale moderne, l'universalisme. Ou encore, l'approche pluriverselle interroge la validité universelle de certains énoncés sur le monde physique et social. Alors, appliquée à la pensée décoloniale, c'est-à-dire celle qui s'intéresse plutôt à la remise en cause des savoirs et des sciences sociales à l'occidental, plutôt que seulement à la question des idéaux. Alors, disons, en serait éventuellement partie prenante. L'équipe, si j'ose dire, c'est notamment le groupe Modernité Colonialité, qui maintenant est bien diffusé, y compris en France. Ça a mis un certain temps. Donc, Ramon Grossfogel, qui est un sociologue américain d'origine portoricaine. Arturo Escobar, qui est un anthropologue colombien, qui est professeur d'anthropologie à Chapel Hill, en Caroline du Nord, mais aussi Walter Mignolo, un sémiologue argentin, Aníbal Quijano, un sociologue péruvien, ou Enrique Dussel, un philosophe mexicain. C'est un groupe qui est assez connu maintenant, en Amérique du Sud essentiellement. Mais en fait, ils travaillent presque tous aux États-Unis, ils sont presque tous en poste aux États-Unis. Donc ça fait longtemps qu'ils ont quitté, si j'ose dire, l'Amérique du Sud. Voilà, jusque-là. So far, so good. Et donc, en réalité, ce que ces auteurs défendent, effectivement, une critique radicale de l'universalisme et une critique radicale des Lumières qui aurait mené, alors chez Mignolo, moi j'avais lu ça, effectivement, ou chez Enrique Dussel, éventuellement jusqu'au nazisme. Parfois, certains font le raccourci 1492, donc l'année de la découverte de l'Amérique, égale modernité, égale philosophie des Lumières, égale nazisme. Parfois, la ligne est assez directe. Donc, sur le fond, qu'est-ce que je pense de ce pluriversel ? Je pense que c'est une tentative, mais hélas assez maladroite, de sortir précisément de l'impasse dans lesquelles ces auteurs se trouvent, alors qu'ils veulent effectivement lutter pour les droits. Et qui veulent, en théorie, en tout cas, lutter contre les discriminations, contre le racisme, contre la ségrégation qui est encore si forte, notamment aux États-Unis, qui ne risque pas de le devenir un peu moins. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une sorte de paradoxe. Ils sont dans un paradoxe existentiel qui est qu'ils veulent lutter pour les droits sans se servir de l'instrument des droits. Alors, comment vous faites ? Vous dites finalement, les droits sont effectivement occidentaux, européens, viciés, racistes, etc. Mais en réalité, voilà, ils n'ont pas d'autres armes pour lutter. Enfin, je pense qu'en sous Trump, ils vont s'en rendre compte assez vite. Merci. J'ai envie de faire une salve de questions à la salle, peut-être, pour. Je suppose que vous avez des réactions. Je voulais quand même vous féliciter tous les deux. Et de votre exposé, ça va de soi, mais du fait que vous êtes arrivés à ne pas prononcer le mot wokisme dans vos deux exposés. Bravo, oui, bravo. Mais enfin, il faut le reconnaître. Voilà. Voilà, notre directeur a sa première question. Merci, je fais ça aussi pour vous laisser le temps de préparer les vôtres. Merci beaucoup pour ces interventions. Vous savez qu'ici, on aime beaucoup la pluridisciplinarité. En vous écoutant, je me disais, mais c'est amusant parce qu'en éthologie, alors il ne s'agit pas des droits, il s'agit des comportements. Il y a ce qu'on appelle les universaux. Et il y a une approche empirique qui consiste à voir dans les différentes cultures quelles sont les choses que font les humains pareilles. Alors on trouve des mimiques faciales, on trouve un certain nombre de choses. Et je me demandais s'il y avait une possibilité d'approche empirique, du genre quels sont les droits finalement qu'on va retrouver dans les différentes cultures, qui serait finalement ce qui est nécessaire pour qu'une culture fonctionne. Ça devrait être l'espèce de base minimale. Est-ce que ça vous paraît une approche intéressante ? Est-ce qu'elle a été envisagée ? Et voilà. Merci beaucoup de votre question. Oui, enfin, ce serait une sorte d'approche bottom-up, si je comprends bien, finalement partant plutôt de la diversité empirique et essayant d'induire ce qui pourrait être un socle commun, un plus petit dénominateur commun, retrouver l'humanité à partir de la différence, à partir
des cultures plutôt que le faire descendre en surplomb de l'être suprême. On rappelle souvent aussi que la déclaration américaine, bah oui, c'est quand même Dieu qui octroie les droits, hein, et voilà, D'avoir une sorte de sphère personnelle, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, d'avoir une sorte de territoire, une sorte de distance qu'on respecte. Donc il y a des choses comme ça qui peut-être, et c'est pas du tout dans les droits humains, mais on sent bien que l'idée d'avoir un peu, a room of one's own, enfin il y a quelque chose comme ça, et donc ça pourrait être une approche intéressante. Je me demande si elle a été tentée. bah, je pense que la recherche des invariants, c'est un peu à la source de l'anthropologie elle-même, chez Lévi-Strauss, et cetera. Donc, il y a une différence entre effectivement les invariants transculturels, d'une part, et d'autre part, les idéaux qui était un peu l'objet de nos propos, qui ont pu être éventuellement défendus de manière interculturelle. Et j'appréciais beaucoup ce que disait Francis Wohl sur la question de la nécessité de la traduction, de la communicabilité. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'effectivement, il y a des valeurs asiatiques, des valeurs africaines, des valeurs qui finalement sont incommunicables et intransmissibles et intraduisibles, bah, effectivement, on perd totalement la possibilité même de l'universel. En revanche, faire ce que fait précisément Bachir Diagne, c'est-à-dire dire ah oui, mais on peut dire Ubuntu et éventuellement retrouver dans les langues africaines quelque chose qui serait de l'ordre d'un droit à la vie, qui aurait été déjà là dans des chartes anciennes. C'est une démarche qui me paraît empiriquement intéressante. Oui, pour compléter ce que vient de dire Céline, il y a des questions de fait et des questions de droit. Des questions de fait, je cherche depuis 2 minutes dans ma tête l'auteur qui a passé sa vie à faire la liste de tous les universaux transculturels. Et vous le trouvez en ligne, je vous enverrai la référence. Ça se trouve en ligne, il y a des centaines. Alors, les universaux d'attitude, de comportement, le rapport au corps, le rapport, etc., qui sont transculturels. Et alors, il y en a qui sont universels réellement, c'est-à-dire on n'a pas trouvé d'exception. Il y en a où on a trouvé des exceptions et à ce moment-là, c'est les exceptions qui sont intéressantes, etc., etc. Donc oui, le travail de la recherche des universaux de fait a été souvent fait et so what? Parce que la deuxième question que nous essayons de trancher est celle des universaux de droit, ou plus exactement des idéaux qui ont été qui transcendent les cultures et qui se présentent comme transcendant les cultures. Alors évidemment, de ce point de vue-là, on peut, et je me suis risqué à le sous-entendre, dire que parfois une seule voix est porteuse de l'universel. J'ai cité Antigone comme exemple paradigmatique contre l'ensemble de la société, où on peut dire que les femmes iraniennes sont porteuses de l'universel, même si elles sont, en ce sens, minoritaires. Donc je crois que les deux questions sont indépendantes, et même qu'on peut supposer qu'il peut y avoir dans des révoltes, dans des luttes, des idéaux d'universalité qui sont implicites et qui ne demandent qu'à être explicités par certaines voix. Et parfois, ces voix existent, parfois, on les cherche. D'autres questions? Oui. Oui, moi, je n'ai pas exactement compris, comme toi, Céline, la question du directeur. Je ne crois pas que ce soit bottom-up, mais plutôt l'inverse, parce que ce qu'il cherchait, me semble-t-il, mais il va me dire si je me trompe, c'est à dire qu'il y a peut-être une condition humaine commune, par exemple ce que Bolk avait appelé la néothénie et ce que Portman avait appelé l'altricialité secondaire, que Bernard Lahire a développé dans son magnifique livre Les structures fondamentales des sociétés humaines, qui précisément enracine dans l'empirie l'universalité. Et donc, en fait, c'est pas dans la recherche des différences vers les points communs, pardon, vers donc l'établissement des universaux, mais c'est en réalité dans la condition même empirique, biologique de l'individu qu'on peut les trouver. Il me semble que la liste dont tu parlais, Francis, c'est pas un certain Brown qui l'a établi.
Oui. Mais bon, c'est pas très intéressant parce que c'est une liste tout à fait contestable. Universaux du langage, universaux de comportement, universaux, etc. Donc, cette liste est en effet assez impressionnante. Il y a un énorme livre qui en fait la liste, mais c'est vrai qu'elle ne répond pas exactement à la question que nous nous posons. Mais toi, tu parles de la condition d'existence de cette universalité. Alors là, voilà, plusieurs possibilités, et tu sais que je connais celle que tu mets au fondement et que tu viens de citer, mais il y en a d'autres possibles. Juste pour compléter, parce que c'est très intéressant, je suis vraiment une philosophe des Lumières, alors j'ai toujours en tête les débats qui ont eu lieu à ce moment-là, et donc en particulier, il y a eu un débat assez passionnant autour de Diderot et de l'article droit naturel de l'encyclopédie, puisque en fait, dans cet article, en fait, Diderot essaye de dire, bon, on ne peut plus penser un droit naturel, métaphysique ou théologique, ça c'est terminé. Donc quel sera le fondement précisément du droit naturel maintenant qu'on a renoncé à aller chercher un socle divin? Et il nous dit finalement, en un sens, on peut le traduire, c'est la biologie. C'est-à-dire le fait que nous soyons partie prenante d'une espèce qui a des caractéristiques communes, et c'est ce qu'il appelle volonté générale, que Rousseau utilisera et déformera. Et donc, c'est dans effectivement l'ancrage biologique qu'on a en quelque sorte le gage de notre appartenance à un genre ou à une espèce commune. Et donc, à partir de là, le langage peut expliciter, les sociétés, dans leur diversité, peuvent décliner à leur manière ce qui est cet universel, mais le socle est biologique. Diderot, en tant que matérialiste, avait déjà essayé de concevoir, en quelque sorte, ce socle de l'universel. Donc voilà, ça m'intéressait beaucoup ce débat parce que, de fait, il était au cœur des réflexions de ceux qui, au XVIIIe siècle, ne voulaient plus d'un droit naturel théologique, ce qui était la tendance des siècles précédents. Merci. Une question. Ah, vous avez deux. Donc, on va changer ma gauche, puis ensuite devant moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. À moins que toute la salle soit bien au courant de... Vous avez fait allusion à la charte de 1236. J'ignore tout de cette charte. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu, à moins que toute la salle... Pas africaniste, et c'est une question qui est débattue entre les africanistes pour savoir quelle est l'ampleur de cette déclaration, dont les textes d'ailleurs sont en partie de tradition orale, si je ne m'abuse. Donc c'est la charte du Mandé du XIIIe siècle, en effet, 1236, dans laquelle il semble que l'on reconnaisse explicitement des valeurs universelles au sens où qui dépassent les pratiques religieuses et la diversité des ethnies qui couvraient à l'époque le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et encore donc vous voyez l'empire que ça pouvait représenter, qui était sous cette on dépendait en quelque sorte enfin, à quelle s'appliquait cette charte, dans lesquelles il y avait des déclarations qui déclaraient quelque chose comme l'égalité des pratiques, l'égalité, le droit égal. Je ne connais pas évidemment la langue dans laquelle c'était transmis, et si c'est une erreur de traduire par droit égal des différentes ethnies ou différentes religions, différentes pratiques, différents cultes, et même la participation des femmes au gouvernement politique, tout cela, ce sont des droits ou des déclarations qui ont été faites. Mais il y a maintenant une assez lourde littérature sur la charte du Mandé que vous trouverez assez facilement. Tu veux ajouter quelque chose? Et seconde question, est-ce que, peut-être que je délire complètement, mais je pensais en vous écoutant, et en particulier en écoutant les racines d'une universalité qui viendrait de différents mouvements, je pensais au développement de l'humain, au développement d'un enfant, de son identité, et en me disant que avant de rejoindre l'universel, il a besoin de se situer en tant qu'individu. Et quand on pense, je ne sais pas, à Aimé Césaire ou à tous ces êtres-là, ils ont, il me semble, eu un moment où la négritude
était un besoin absolu de se positionner, de se situer, et ensuite en rejoignant l'universel. Et par rapport au thème que Bettina Laville a choisi pour cette année, je me dis que c'est peut-être après tout ça le challenge de notre époque, que de permettre que dans le monde tellement chaotique, à la fois on permette à des pensées plus régionales ou plus sélectives d'exister pour pouvoir ensuite rejoindre un universel plus global. Il me semble qu'il y a deux aspects dans votre question. Le premier, c'est les racines, non plus biologiques, mais les racines dans l'enfance de l'universel éventuellement, et la question de savoir si ça s'ancre toujours chez l'enfant dans une culture particulière. Et à celle-ci, j'ai envie de répondre que je me suis intéressé précisément à cette question, et en particulier à quelque chose qui précède le langage et qu'on a appelé le triangle référentiel, et dans lequel, voilà, c'est quelque chose qu'il y a chez tous les êtres humains de la Terre et pas chez les autres primates, c'est le fait que il y a dans la situation par excellence, c'est deux nourrissons, deux bébés qui sont l'un en face de l'autre et qui suivent ensemble un même objet, une même balle par exemple. Voilà. Et donc il se passe quelque chose qui est de l'ordre du ce qu'on appelle le triangle référentiel, c'est-à-dire l'idée de communication à un autre esprit à propos d'une chose du monde extérieur, et dans lequel va s'inscrire ensuite le langage dans ce qu'il a de proprement humain, et qu'on ne trouve pas en effet chez les autres primates. Alors donc le rapport à l'objet extérieur, et ça c'est un universel strictement humain, et le rapport à l'autre avec qui se fait est totalement évidemment indépendant de sa race, de sa culture, de sa couleur de peau, de sa religion, etc. C'est un universel constituant pour moi l'humanité, et qui est à la fois la racine du langage, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-delà de l'extrême diversité des langues, et je crois, deuxièmement, que c'est quelque chose qui permet de rompre avec l'idée d'une raison au sens d'une rationalité soit instrumentale d'un côté, soit typiquement occidentale, puisque c'est ce que j'appelle la racine de la raison dialogique, qui suppose le rapport à un autre esprit, quel qu'il soit, à propos de quelque chose du monde que nous avons en commun. Merci. Je crois que vous aviez une question. Oui, ma question, ce serait sur le deux poids, deux mesures, parce qu'on baigne dans ce deux poids, deux mesures en permanence au quotidien. Alors, c'est vrai que c'est pas facile en tant que personne. Il faut qu'on se fasse violence pour éviter ce deux poids, deux mesures. Mais à mon avis, il faut le combattre, parce que tant qu'on combat pas ça, toutes nos valeurs, elles sont affaiblies, vous voyez, je veux dire. Et c'est ça que je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment un problème pour moi? Je pense que par exemple, quand on est en train de massacrer un peuple, il y en a qui ne présentent pas ça de la même manière. Vous voyez, je veux dire, il y a des gens qui ont pignon sur rue, qui c'est des grands personnages, et on va pointer un malheur à un endroit et pas à un autre. Et ce défaut, on l'a tous, hein, moi premier. Mais il faut le combattre, parce que si on ne le combat pas, on va dans le mur. C'est-à-dire que comment exprimer celui qui souffre, par exemple, un Gazaoui. Il y a même des Gazaouis, ils veulent même plus se faire filmer parce qu'ils disent ça fait rien aux autres. Vous voyez, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se fasse violence pour combattre ce deux poids deux mesures. Non, mais je crois qu'on est vraiment d'accord avec vous. C'est-à-dire que, encore une fois, tout le sens de nos exposés consistait à dissocier ce qui est l'idéal universel et son application qui, elle, peut être évidemment fautive.
C'est-à-dire que évidemment que le double standard existe, évidemment que l'Occident a utilisé l'universel comme, disons, levier d'une mission civilisatrice, évidemment que les institutions internationales ne sont pas neutres. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic du fait qu'il est légitime, du point de vue de certaines minorités, de certains peuples opprimés, de critiquer la manière dont les institutions internationales précisément appliquent le droit international. Donc ça, c'est vraiment une question très grave. Ça engage le statut de l'ONU, ça engage un certain nombre d'institutions comme la Cour pénale internationale. Cela dit, il ne faut pas trop vite non plus mobiliser cette arme de l'indignation à l'égard des institutions internationales, parce qu'en fait, on l'utilise tellement qu'aujourd'hui, en fait, ces institutions sont dévaluées, dévalorisées, démonétisées, et on s'aperçoit qu'elles sont en réalité très fragiles, et que la première chose que fait une puissance hégémonique quand elle veut vraiment s'asseoir sur les droits de l'homme, c'est de quitter les institutions internationales. Donc en réalité, je crois qu'il faut quand même, aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, essayer de sauver quelque chose de l'application possible du droit international et des institutions qui tentent de le faire appliquer tant bien que mal, avec leurs défauts. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à essayer de défendre ces institutions, la CPI parmi d'autres. Oui, l'intervention d'une coalition en Irak en 2003 n'a pas été faite avec un mandat de l'ONU, faut-il le rappeler, pas plus que l'intervention de Poutine. Et donc, il faut autant condamner l'une que l'autre. Oui, merci beaucoup. J'adhère totalement aux deux analyses que je trouve parfaitement convaincantes. Je vais prendre un point de vue, je ne suis pas du tout décolonial, je tiens à le dire, mais je vais prendre un point de vue un petit peu axiomatique si j'étais un décolonial. Il y a une des grandes difficultés vient de la notion d'idéal elle-même. Et il me semble qu'une bonne partie de l'humanité est capable de penser le rejet du roi, mais il lui est très très difficile, ça c'est un fait, de rejeter le rapport à la divinité, pour aller vite. La divinité sous quelque forme que ce soit. Et du coup, la divinité. Et on peut donc se demander si l'apparition... Est-ce que je peux demander à l'orateur de rapprocher un peu Oui, son pardon, micro? excuse-moi. En gros, dans la rhétorique des droits de l'homme, il y a deux oppositions en même temps. L'opposition au pouvoir, mais il y a aussi, malgré tout, une façon de dire à la religion « rentre chez toi » ou « reste chez toi ». Et dans l'histoire des autres, pardonnez-moi de les appeler comme ça, c'est extrêmement difficile de penser à un idéal séparé d'une hégémonie, on va dire, religieuse. Je travaille beaucoup en milieu islamique, et donc je peux en témoigner, si vous voulez. Et donc, on est obligé d'essayer de voir comment on peut restituer dans l'idéal abstrait égalitaire une place à ce qui est quelque chose de profondément ancré, qui est le rapport au Créateur. Et je ne vous demande pas la solution, évidemment, mais j'essaye de comprendre. Alors, ce n'est peut-être pas du tout de là que viennent les stratégies des philosophes décoloniaux, mais moi, ça, je l'entends comme quelque chose d'assez important. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'en fait, la stratégie des décoloniaux, c'est vraiment de critiquer l'universel comme toujours homogénéisant et toujours hégémonique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment leur stratégie. Et en particulier de dire que c'est dans l'axiomatique elle-même, hein, c'est dans les énoncés eux-mêmes que voilà, l'aveuglement aux subalternes est compris. Alors, sur la question de la place de la religion, on ne va pas la traiter si facilement, hein, vous le comprenez bien. Il y a d'ailleurs des nuances entre la version, par exemple, de la déclaration américaine et la déclaration française. En France, hein, ce n'est pas Dieu qui octroie les droits, et en fait, la déclaration n'est énoncée que sous les auspices de l'être suprême. Sous les auspices ne veut pas du tout dire que l'être suprême a octroyé les droits. Et en particulier, quand ensuite la fabrique de cette déclaration, comme on peut le faire à partir du 6e bureau, des débats préparatoires qui sont maintenant très connus, hein, en réalité, on voit bien qu'il y avait des débats très intenses, hein, sur ces questions. Et il ne faut pas croire que
parce qu'on a cette image iconoclaste de la Révolution française et ensuite de toute la lutte qu'il y a eu contre les Vendéens. Voilà, il ne faut pas non plus imaginer contre le clergé réfractaire, il ne faut pas imaginer que par essence, les droits humains sont anti-religieux. Je crois que c'est quelque chose qui serait en fait un peu excessif, parce qu'en réalité, comme le disait Francis Wolff, en fait, l'espace des droits humains, c'est aussi celui de la protection de la liberté de conscience et de culte. Et protéger la liberté de culte, bah, ça ne veut pas dire quel est exactement le type de droit qu'on va donner aux différents cultes, aux différentes religions. Simplement, elles devront respecter cette liste des droits. En particulier la liberté, l'égalité, et maintenant elle est étendue en effet au rapport femmes-hommes. Ça, c'est une chose évidemment certaine. Simplement, pour vous dire, on dit parfois de l'islam que ce n'est pas seulement une orthodoxie, mais une orthopraxie. Hein, et en ce sens que, évidemment, tout l'aspect ritualisation implique une pratique parfois publique du culte. Hein. Je crois que c'est une question qui, justement, est orthogonale à celle de savoir qui a octroyé les droits et où est Dieu dans la liste des droits. Voilà. Pour moi, c'est une question, en fait, qui est très différente. Oui, cette question a été très importante au moment de la rédaction de la charte des peuples africains des droits de l'homme. Et c'est une question qui s'est posée pour ce qu'on a appelé le laïcisme de la déclaration de 1945 et qui était un autre aspect qui était critiqué et qu'on a cherché à traduire dans... alors, il y avait le côté individualiste d'un côté et le laïcisme. Alors, il y a des textes préparatoires à la rédaction de ce texte que je vous invite à consulter, que je n'ai pas en tête, mais c'est une des questions qui s'est posée en effet. Merci. Bien. Oui, Monsieur. je veux bien. J'ai beaucoup apprécié cette mise dans le contexte historique et ses évolutions. Là aussi, approchez un tout petit peu votre micro, s'il vous plaît. Oui, ah bon, bah, ça tombe bien, ça. Oui. Bien, merci. Donc, beaucoup apprécié vos positionnements, votre relecture de ces phases historiques. Mais je suis venu un peu pour des questions très contemporaines, avec les grandes destructions de cette ère des Lumières qui nous vient là des États-Unis avec Trump et autres, qui me semble poser et tourner autour d'un droit à l'environnement. Vous avez souligné dans votre lecture historique qu'il y avait des différences selon qu'on était cultivateur ou les modes d'utilisation, les modes de propriété. Là maintenant, il me semble que la grande question posée pour se réinventer les Lumières, c'est quelque chose qui tiendrait compte des dimensions, disons, extractivistes, la façon dont on vit, la suite des questions posées par l'accord de Paris qui dit oui, ça va chauffer, etc. etc. Est-ce que ça fait partie, ça montre un certain rapport dialectique entre les conditions matérielles de nos existences et puis ces droits humains, cet universel-là. Et est-ce que c'est pour la prochaine année ou est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques pistes sur ces interactions avec les droits à l'environnement et les grandes questions que ça nous pose très contemporaines? Je vous signale par exemple qu'on pouvait s'illusionner et prendre Trump pour un climato-sceptique. C'est pas du tout ça. C'est déjà la prise en compte. Il est au contraire beaucoup plus conscient des dangers de la transformation. Simplement, il veut s'en approprier les réserves, l'utilisation, la poursuite de sa vie. Il y a un article qui était cité dans Un Monde récent qui est assez effrayant sur ce cynisme-là. Merci. Alors, je vais me permettre, si mes deux invités me l'autorisent, à répondre juste, préciser quelque chose. En fait, même deux choses. Premièrement, c'est vrai que tout ce qui est droit de l'homme à l'environnement et droit de l'environnement, c'est quelque chose vraiment qui, en ce moment, est de plus en plus important sur le plan juridique. Pas du tout depuis l'accord de Paris, monsieur, mais depuis la conférence de 92, la conférence de Rio, parce que c'est vraiment ça le fondement. L'accord de Paris dit rien là-dessus. Première réponse. Deuxième réponse, oui, mais moi, j'ai pas voulu, en ayant l'honneur de présider cette
cet institut d'imposer mes sujets tout de suite, puisque l'environnement, c'est un peu le sujet de ma vie. Et donc, effectivement, nous pensons, Sadi et moi-même, à basculer non pas sur les droits de la terre, Gaïa, etc., mais à organiser quelque chose l'année prochaine autour de ces sujets décrits d'ailleurs dans le dernier livre de Monsieur Wolf. Voilà. Alors, c'est pas du tout une réponse, c'est une précision. Et Céline, vous vouliez dire quelque chose? Non, non, mais c'est vrai que si vous vous intéressez à la manière dont tout ce que nous avons dit de l'universalisme des Lumières peut trouver, disons, une sorte de débouché au regard des nouvelles questions environnementales, je vous recommande le livre de Corinne Pelluchon qui s'intitule Les Lumières à l'âge du vivant. Voilà, donc là, vous aurez effectivement une réflexion intéressante sur la manière dont on peut, à la lumière d'ailleurs de la critique des Lumières par les auteurs de la dialectique négative, de la dialectique de la raison, donc Adorno et Horkheimer, comment on peut surmonter cette critique d'une raison instrumentale qui retourne les Lumières en instruments de domination et d'oppression. Voilà, comment est-ce qu'on peut, à la lumière du vivant, essayer de trouver voilà, une sorte d'au-delà des droits de l'homme comme droits simplement et strictement humains. Par ailleurs, moi, je fais un séminaire depuis 3 ans sur la question des droits de la nature, mais je sais pas, je peux pas vous le résumer en 2 minutes, par contre. Oui, de la même façon que je viens de publier un livre que vient de citer Bettina Laville qui s'appelle La vie a-t-elle une valeur sur la question du vivant, et donc qui tourne autour de cette notion d'environnement qui elle-même suppose le caractère central des êtres humains, puisque c'est l'environnement de qui, non pas des vivants ou d'autre chose que de l'homme. Donc toute la question actuelle est de savoir s'il s'agit des droits naturels des hommes, pour reprendre une formule datant de 1789, ou des droits de la nature elle-même. Voilà, c'est la question centrale qui nous est posée, et personnellement, j'ai soutenu la thèse qu'il n'y a pas de droit de la nature. Il y a des, non, non, pas du tout. Non, non, je fais une petite plaisanterie et après on va se diriger sur quelques boissons. Mais je ne savais pas que l'une était l'ancienne élève de l'autre, mais étant donné l'intimité de votre pensée, parfois j'ai envie de vous laisser tout seul à la table. Non, mais simplement pour rebondir, parce qu'en fait, il y a une controverse absolument passionnante chez les juristes aujourd'hui pour savoir si les droits de la nature sont des droits bioculturels. Hein, c'est-à-dire en particulier parce que souvent ils ont été pensés à partir de lieux où les peuples autochtones avaient des luttes pour la terre, pour les fleuves, pour leurs droits d'usage, aussi bien des sols que des fleuves depuis très longtemps. On peut s'interroger sur ce que signifie au juste droit de la nature. Et en particulier, dans le plus célèbre exemple très connu de tous du fleuve Wanganawi en Nouvelle-Zélande en 2017, le vote du Parlement en mars 2017 se fondait en réalité sur un combat des peuples maoris depuis 1870. Et en fait, d'avoir déclaré gardien finalement du fleuve les tribus maoris qui en réalité se réclamaient d'une relation d'ancestralité avec le fleuve, d'un rapport métaphysique au fleuve, etc., est évidemment un geste qui est le prolongement de ces luttes des peuples autochtones. On pourrait donner d'autres exemples. La constitution équatorienne de 2008, là aussi, en Bolivie. Voilà, on peut multiplier les exemples. Toute la question est de savoir si, par exemple, en Espagne, la Mare Menor, qui est une lagune qui a été déclarée, elle aussi, sujet de droit, sujet juridique, on lui a octroyé la personnalité juridique en 2022. Si dans le cas espagnol, là clairement il n'y avait pas de peuples autochtones, on est dans le même type de raisonnement. Et pour la petite histoire, en fait, ça a été effectivement attaqué par le parti Vox. Là, c'est en train de devenir un enjeu de premier plan politique, de premier plan. Et au nom du fait que c'était anticonstitutionnel, et le tribunal constitutionnel espagnol a dit que non, c'était conforme précisément aux droits humains et pas seulement aux droits de l'environnement ou aux droits de la nature. Donc il y a tout cet enjeu de savoir, effectivement, est-ce qu'on est du côté des droits de l'environnement ou des droits de l'homme,
des droits de la nature ou des droits de l'homme. Et c'est vraiment une des questions que moi, je trouve particulièrement passionnante aujourd'hui. Ah, ma chère Céline, moi aussi. Voilà, et effectivement, et d'ailleurs, ici même, sans aller très loin, mairie de Paris a organisé le tribunal de la Seine. En l'occurrence, c'est donc, on peut dire que ça, c'est au-delà un peu comment dirais-je, c'est également chez nous, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va peut-être terminer. Pour terminer, j'ai pardon. Non, monsieur le directeur cède sa place. Je voudrais vous poser 2 questions finales, parce que je suis d'accord avec monsieur, c'est vrai que tout l'intitulé du cycle, d'ailleurs, au fait, Céline, les 2 personnes qui ont ouvert le cycle, comme vous les fermez, étaient Antoine Luthi et Corinne Pelluchon. Voilà, c'est ça. Donc on a eu ce débat tout au début. Moi, alors d'abord, petite remarque, moi j'ai été très frappée que vous disiez très indifféremment droits de l'homme et droits humains. Et voilà, ça c'est quand même aujourd'hui un grand débat. Et ça, voilà, vous pouvez réagir là-dessus, ça me ferait plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Mais moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que on a fait tout ce cycle pour se demander si les valeurs de lumière étaient toujours actuelles. Ça, franchement, ça n'a pas grand sens parce que, je veux dire, il est évident, elles sont dans nos textes, etc., etc. Mais on pouvait se fonder sur elles pour résoudre, peut-être pas toutes les crises, mais en tout cas, quelques crises que nous traversons. Ça, c'est ma première question. Et dans cette question, il y a aussi le mauvais clin d'œil aux lumières noires, dont on n'a finalement pas tellement parlé, parce que est-ce que les lumières noires, c'est le fait que les lumières sont tellement un vecteur de pensée que même en disant le contraire, on ne peut pas s'en passer, ou est-ce que c'est une manière de les abolir? Voilà, donc ça, c'est un peu ma première question à tous deux. Et ma seconde, Céline, pour que comment dirais-je, pour rejoindre ce que j'ai appelé la troisième phase de votre pensée, en attendant évidemment les quatrième, cinquième et sixième, vu votre jeune âge, est-ce qu'on peut considérer que l'Europe vit toujours sur l'héritage des Lumières, et est-ce que les hésitations, je dirais pas la crise, mais les hésitations européennes peuvent être résolues par, cet héritage? Mais j'ai aussi une petite idée de l'Europe, en grande partie inspirée de Céline d'ailleurs. Alors, non, pas du tout. Alors, droits de l'homme, en général, je l'utilise pour celle de 1789 parce que c'est son nom. Droits humains, je l'utilise plutôt pour celle de 45 et parce que on a assez souligné, et on ne le soulignera jamais assez, l'ambiguïté du mot homme qui désigne à la fois, qui exclut à la fois et qui inclut maladroitement les femmes. Donc voilà, je pense que va s'imposer progressivement dans le vocabulaire politique contemporain l'idée de droit humain. C'est en train de le faire et c'est plutôt une bonne chose. Alors, la deuxième question porte sur l'héritage contemporain. Tout dépend de ce qu'on appelle le contemporain. Au jour le jour, je crois qu'on a de plus en plus besoin d'un rempart universaliste. Et si on prend les Lumières en un seul sens très global, qui inclut de façon extrêmement vague des choses comme l'universalité de la raison, de la recherche scientifique, de l'universalité des valeurs humaines, etc., etc. Bon, la nuance que je voudrais apporter est que si on insiste sur l'héritage de la raison, on se trouve toujours avec le boomerang qui nous revient, selon lequel la raison, peut être mise au service de n'importe quelle cause, et qu'il faut autant de rationalité
pour organiser le sauvetage de quelques milliers d'hommes ou pour en assassiner quelques millions. Bon, c'est ce qu'on a appelé la rationalité instrumentale. Et que tant qu'on en restera à cette vision de la raison avec un grand R, on ne pourra jamais convaincre qui que ce soit que la raison par elle seule peut engendrer des valeurs morales universelles. Alors, sauf si on la prend dans le sens que j'ai tenté de faire, en critiquant cet usage de la raison calculatrice, pas le premier à le faire, et en disant qu'il n'y pouvait y avoir de raison que partagée par et dans le langage, et c'est ce que j'ai appelé la raison dialogique. Et c'est ça, à mon avis, l'héritage, ou plus exactement l'adaptation au contemporain. Ah, et donc on retrouve des thèmes peut-être qu'a tissé Bachir Diane aussi, sur le dialogue, etc. C'est un vieux thème du dialogue interculturel et de la traduction, etc. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rationalité, on le voit aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, indépendamment du dialogue au sens fort du terme, c'est-à-dire la capacité à argumenter en commun, et ce qui a énormément de conséquences, y compris sur la définition que nous avons de la démocratie, qui ne se résume pas évidemment à l'élection. Oui, juste un mot sur les Lumières noires avant d'en venir à l'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez fascinant de voir Curtis Yarvin, en quelque sorte, forger ce syntagme, cette expression tout à fait étrange de lumière noire, pour désigner en réalité ce qui est une forme de technomonarchie, avec des seigneurs donc du numérique, une sorte de nouvelle féodalité, il faut bien l'appeler ainsi, où les chefs d'entreprise du numérique sont véritablement les maîtres du monde. C'est de ça qu'il parle quand il parle de lumière noire, et où finalement les citoyens ordinaires sont dépossédés de leurs droits, c'est-à-dire vraiment l'antithèse des Lumières, pour le coup, puisque dans son imaginaire, ces citoyens ordinaires dépossédés de leurs droits seraient enfermés dans des caves, et distrait par une forme de réalité virtuelle, c'est presque la caverne platonicienne dans une nouvelle forme, et pourquoi pas l'eugénisme pour perpétuer cette oligarchie du numérique. Donc évidemment, c'est un usage complètement perverti et à contresens des Lumières. Je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Je pense que, en fait, bon, il faudrait, là, c'est vraiment pas notre sujet aujourd'hui, mais Curtis Yarvin est un enfant de communiste. Enfin bon, il a toute une filiation. On parlait de filiation. C'est très compliqué, en réalité, ce qui a dû se passer dans son esprit pour arriver à cette absurdité profonde. Alors, concernant l'Europe, je pense que, alors je ne peux pas vous résumer mon livre en 2 minutes, mais moi, ce que je retiens de l'héritage des Lumières, outre la richesse des controverses, c'est pas un dogme, c'est pas une doxa, c'est pas une doctrine qui serait complètement figée, mais ce que je retiens moi de l'héritage des Lumières, ce sont un certain nombre de controverses sur, par exemple, quels sont les rapports entre, disons, l'économie et le politique, quels sont les rapports entre la culture et la politique. Et ces débats-là, ils étaient extrêmement intéressants et denses entre fédération et civilisation. Ce que je retiens également des Lumières, c'est un modèle, malgré tout, que j'ai adapté au goût du jour, mais qui vient de Montesquieu, qui est le modèle de la République fédérative, c'est-à-dire une manière pour les démocraties de s'associer afin d'assurer leur sécurité collective face à l'agression des empires. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez dit que mon livre était plus actuel maintenant que quand il est paru en 2021, parce que de fait, toute l'idée, c'est comment résister aux empires, comment résister à la résurgence des dynamiques impériales et comment penser le rapport entre la politique intérieure et la politique extérieure. Et Montesquieu, à mon avis, est l'auteur le plus puissant, et qui reste aujourd'hui le plus puissant pour penser cette articulation de l'intérieur et de l'extérieur, de la politique et de la géopolitique. Et donc, ce qu'on a essayé, par exemple, avec un collègue, Thierry Chopin, avec qui j'enseigne au Collège d'Europe à Bruges, dans un article qui est paru dans la revue Le Grand Continent, dans un article qui s'appelle précisément « Le nouveau moment tocquevillien de l'Union européenne », qui est paru en 2023, c'est d'essayer de penser une troisième voie entre la voie kantienne, cosmopolitique,
de l'Union européenne, et d'autre part, la voie machiavélienne, pour le dire vite, du réalisme politique et des rapports de force, de penser une voie néo-tocquevillienne, mais qui en réalité est ancrée dans la théorie de Montesquieu, qui est comment est-ce qu'on pense cette résistance aux empires, mais en sauvant la démocratie, et en particulier un noyau dur de principes qui crée l'homogénéité politique de la République fédérative. Voilà, c'est ça qui est au cœur de notre analyse de l'héritage des Lumières, que j'ai tenté ici brièvement de résumer. Merci encore. Non. Oh, bah si, l'Europe, vous aussi, vous avez des idées. Non, Ah. mais mes meilleures idées viennent de Céline. Et bon, son sous-titre, le sous-titre de son livre, Nos démos, point d'interrogation, est un très beau sous-titre parce que la question est de savoir si on peut former une communauté politique alors qu'il n'y a pas de peuple apparemment disponible, puisqu'il y a une diversité des peuples. C'est une question qui remonte là aussi à des controverses du XVIIIe siècle qu'elle connaît infiniment mieux que moi. Moi, ce que je retiens de ce qui est en train, enfin de ce qui était en train il y a pas si longtemps, de la construction de l'Europe, c'est justement la différence entre démos et ethnos. C'est précisément, on voit dans le déclenchement de la guerre d'Ukraine, on voit exactement la différence entre l'idée d'une communauté politique qui se constitue et qui ne préexiste pas à sa constitution politique, c'est le cas de l'Ukraine, et inversement, une invasion qui se fait au nom d'un ethnos qui est supposé préexistant depuis toujours à la communauté politique. Et cette distinction semble essentielle, et c'est ce qu'était en train de gagner la construction européenne, la constitution de quelque chose qui soit une communauté politique, même, en tout cas transnationale ou supranationale, au-delà de la diversité supposée des ethnoi qui la composent. Et quand je vois que certaines démocraties, je pense à Israël, sont en train de devenir ou sont déjà devenues des ethnocraties, je suis très inquiet. Merci beaucoup. Comme le wokisme, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est despote éclairé, dans cette époque de despote non éclairé. Merci infiniment à vous deux, à travers vous, puisqu'il y en a au moins un dans la salle. Merci à tous les intervenants du cycle. Ce qu'on a essayé de faire, et d'ailleurs j'en profite pour remercier toute l'équipe de l'Institut qui est toujours très mobilisée sur ces séminaires. Ce qu'on a essayé de faire, c'est finalement ce qui est le sens, n'est-ce pas, Sadi, de cet institut, c'est de donner aux chercheurs, aux philosophes, aux intellectuels une occasion de non seulement transmettre leur savoir, mais de le confronter à la réalité de cette époque particulière.